outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Donc, Isabelle Santiago, vous êtes députée de la 9e circonscription du Val-de-Marne. Auparavant, vous étiez 5e vice-présidente du département du Val-de-Marne à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Et vous êtes encore conseillère départementale du canton d'Alfortville. Vous siégez depuis la rentrée, depuis septembre 2020, donc à l'Assemblée nationale et à la commission permanente de la défense nationale et des forces armées. Et vous avez rendu le mois dernier, en mai 2021, un rapport d'information sur les enjeux de la transition écologique au sein du ministère des Armées. Alors, une première question, qu'est-ce qui vous a pris ? Comment a émergé l'idée de ce rapport ? Et puis, qu'est-ce qu'il contient ? Est-ce que vous pourriez le résumer brièvement ? Alors, tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous. Je trouve très intéressant qu'on puisse aborder ces questions. Alors, tout d'abord, il faut être humble. Je suis arrivée fin septembre, donc plutôt début octobre, en commission de la Défense. Et c'est vrai que cette mission qui m'a été proposée, elle a été prévue avant que moi j'arrive. Simplement, la règle à la commission de la Défense, en fait, c'est que c'est toujours un rapporteur, un co-rapporteur avec quelqu'un de la majorité, quelqu'un de l'opposition. Donc, venant d'arriver à la commission de la Défense, on m'a proposé si je souhaitais participer à cette mission. Sur le coup, j'avoue que n'étant pas spécialiste et découvrant la commission de la Défense... On y reviendra. Oui, j'ai trouvé ça intéressant, en fait. J'ai dit, allez, je me lance direct dans cette transition écologique des armées et je me doutais que j'aurais beaucoup de travail puisque du coup, autant tout ce qui touche à l'environnement, je pouvais maîtriser, autant défense, environnement, j'avais besoin de mieux le travailler. Donc voilà. Et c'était en plus très intéressant puisque c'était une mission longue qui nous a été proposée et en effet, comme vous l'avez vu, on l'a rendue il y a peu de temps. Donc voilà, mais à la base, quand elle est créée par plutôt mon collègue rapporteur qui lui était à l'Assemblée depuis 2017 et souhaitait vraiment porter une mission. Il en avait discuté avec le président à l'époque de la Commission de la Défense, puis aujourd'hui la présidente de la Commission de la Défense, et puis quelque part ça s'est mis en route. Moi, on me l'a proposé, mais c'était déjà enclenché. Après, c'était qui allait être co-rapporteur, et c'est à ce moment-là que j'interviens, puisqu'on me l'a proposé, que j'ai accepté. Donc c'est tombé sur vous ? C'est tombé sur moi, mais avec une proposition plutôt fort sympathique. J'ai eu de la chance. Et qu'est-ce que le rapport contient ? Est-ce que vous pourriez le résumer brièvement, les grandes idées ? Donc les grandes idées, en fait, à la base, c'était la transition écologique des armées françaises, donc les 3 armées, et en même temps, la transition écologique, c'est très vaste domaine. Donc nous, on l'a quand même un peu réduit parce que même si on avait la chance d'avoir une mission longue de 6 mois, en fait, quand vous touchez à l'environnement, et c'est tellement de sujets qu'on a réduit un peu l'espace pour pouvoir bien travailler sur 6 mois et on l'a axé sur les énergies, ce qui était donc là pour le coup un axe qu'on a trouvé très intéressant à regarder, et donc la fin des énergies fossiles en fait, et la question de tout ce qui était biodiversité. Voilà. Parce que sinon, à la base, la mission en tant que telle, elle est très très large et il était impossible en 6 mois de pouvoir la rendre sur tous les sujets. Donc on s'est axé sur ces 2 points-là, qui sont vraiment les points majeurs du rapport. Alors, on va sur le contenu du rapport. On voit quand on regarde le sommaire qu'il y a eu quand même de nombreux précédents. Brièvement, un premier plan d'action environnement en 2007, une stratégie de développement durable de la défense en 2010. On pourrait aussi citer une stratégie défense durable en 2016. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui change désormais ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait basculer un peu l'état d'esprit au sein du ministère ? Je pense, alors tout d'abord, parce qu'il faut le préciser, c'est la première fois qu'un rapport parlementaire à l'Assemblée nationale se fait sur ce thème. Donc on a pu du coup observer qu'il y avait eu plusieurs stratégies, mais ces stratégies, à chaque fois, elles ont été énoncées, il y a des choses qui se sont faites, mais pour irriguer une politique publique à travers 3 ministères, en tout cas sur une transversalité des ministères et surtout les 3 armées, on a pu regarder que
il faut une volonté qui est certes politique, mais qui descend jusqu'au plus près du terrain. Et quand vous êtes sur des missions aussi importantes que les armées françaises, ça avait besoin d'être irrigué jusqu'au plus près du terrain. Et surtout, ça se traduit aussi par des politiques qui vont aller... la transversalité et la question budgétaire vont être au cœur, le nerf de la guerre. Et là, on peut objectivement dire que durant les autres stratégies, il y a eu une volonté transversale des ministères, mais pas forcément le budget qui avait suivi. Donc du coup, peu de choses réalisées sur la période passée. Et donc cette fois, il y aura du budget Non, là, en fait, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a du budget depuis 2016-2017. Donc là, il y a des possibilités réelles de faire bouger les lignes. Et je crois qu'en plus, une prise de conscience très importante depuis un certain temps, mais je pense que la COP de Paris aussi a fait bouger aussi beaucoup les lignes sur l'engagement des États, parce que je crois que c'est aussi comme ça que ça se pose, la question du climat, des énergies fossiles. Toutes ces questions, elles ne peuvent s'aborder qu'à l'échelle nationale et internationale, pour que ça bouge réellement, en fait. Donc une prise de conscience et du budget. Alors pour continuer dans le contenu, peut-être prendre un cas précis. Alors la question serait comment est-ce que le ministère des Armées traite la dichotomie entre le besoin de faire la transition énergétique et en même temps aussi le besoin d'être efficient sur le plan opérationnel. Et je prends un exemple, la politique du carburant unique. Aujourd'hui, tous les véhicules de l'armée de terre, par exemple, ont le même carburant parce que c'est plus simple à gérer pour le service des essences qui a changé de nom par ailleurs. Et en même temps, il faudrait polluer moins. Donc comment est-ce qu'on traite cette dichotomie? Comment on fait la transition concrètement? Alors, en fait, dans le rapport, on en parle. On a séparé tout ce qui est les missions d'importance, évidemment, de sécurité. Ça veut dire que tout ce qui va être opération extérieure, qu'on appelle les OPEX. Toutes ces questions-là au sein de l'OTAN, puisque l'armée française n'est pas seule, c'est au sein de l'OTAN. Donc ça, c'est le carburant unique. Sur ces questions-là, on les met, et on en parlera tout à l'heure, on les met de côté. Parce qu'en fait, il est hors de question que la transition énergétique, écologique, puisse se faire et qu'elle pose une problématique de sécurité. Et surtout, le carburant unique, c'est que quand vous êtes sur un lieu en OPEX et que l'OTAN intervient, c'est plusieurs armées, et en fait, vous avez donc une base, qui est pour ça d'ailleurs, ça s'appelle le carburant unique, parce qu'en fait, toutes les armées peuvent utiliser en fait le même carburant sur un territoire dans lequel ils interviennent sur les opérations extérieures. Donc ça, tout ce qui est opération extérieure, on le met de côté, on le regarde et on l'observe et on fait des préconisations, mais dans le rapport, ce n'est pas la priorité, puisque du coup, on a plutôt regardé la question des armées dans sa globalité, de la transition écologique qui est en train de se faire et qui peut se faire à l'échelle de son territoire, puisque c'est le premier propriétaire en fait en France, mais aussi dans les emprises au niveau du terrain. Donc ça, c'était très important qu'on regarde ça. Donc du coup, dans le rapport, on pourrait dire qu'il y a deux axes. Vous pouvez regarder les choses avec la question des énergies à travers les OPEX et vous regardez aussi la vision que l'on porte et les préconisations que l'on fait sur le territoire de l'ensemble des trois armées et sur les emprises. Donc c'est là aussi que la biodiversité, que les énergies peuvent se faire et être travaillées de manière différente. Mais les OPEX, c'est réellement quelque chose qu'il faut mettre de côté. D'accord. Dans cette vision. Donc, on revient vraiment à ce que vous disiez tout à l'heure, un enjeu vaste qui justifiait une mission longue de 6 mois. Et pour revenir également à ce que vous disiez auparavant, vous parliez de transversalité et pourquoi pas aussi de besoin de travailler entre ministères. Dans le domaine militaire, il y a désormais des tendances qui sont un peu des game changers. Je pense par exemple à la problématique des drones, où on voit désormais que des groupes terroristes utilisent des drones civils, parfois pour faire des attentats. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est beaucoup guidée par le civil, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec bien sûr l'exemple d'Internet inventé par un militaire. Est-ce que c'est la même chose dans le domaine de la transition énergétique? Comment est-ce que les militaires vont pouvoir intégrer des technologies du civil? Comment on gère tout ça? Ouais. Alors c'est déjà le cas. Donc, dans le cadre de cette mission, ce qu'on a observé, c'est que tout d'abord, quand on observe à l'échelle internationale, on n'est pas tous dans cette manière de penser. C'est-à-dire, pour certains pays, ce n'est pas le civil qui irrigue l'innovation, mais c'est plutôt les militaires qui irriguent
l'innovation et qui influe ensuite sur le civil, si on prend les États-Unis, Israël ou d'autres pays. Et si vous prenez la France, en fait, la recherche et le développement, elle se fait plutôt dans le civil, et sur le civil, qui irrigue aussi le travail partenarial avec le ministère des Armées. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu, et en préconisation, en fait, c'est on a vu certains services qui ont modélisé quelque chose qui est donc justement à fédérer. C'est-à-dire que le civil va, dans son innovation, va assez loin, mais il n'ira jamais assez loin par rapport à la question des armées, et qui demande des investissements très lourds en recherche et développement. Et c'est vrai que là, ce qui est important, c'est que quand le ministère des Armées montre le sens et les budgets où il permet à la recherche de se poursuivre pour être dans le monde militaire, civil et militaire, là, vous pouvez avoir une dynamique qui va amener les très grandes entreprises qui travaillent avec les armées à aller vers des chemins où ensemble, ils vont avancer sur la recherche et le développement. Parce que sinon, le civil peut initier, bien sûr, mais c'est surtout toujours pour aller vers ce qui va se traduire dans notre quotidien tous les jours. Alors que pour les armées, on est sur des domaines qui vont être parfois, qui demandent une recherche et développement extrêmement pointue. Et ça, c'est sûr que le civil, si on ne leur donne pas la ligne pour leur dire on est OK pour financer, ils ne vont pas investir quelque chose. C'est intéressant, parce qu'on voit vraiment du coup l'enjeu de la singularité militaire, que le ministère des Armées traite bien les enjeux militaires et laisse finalement faire le civil sur ce qu'il peut faire. Donc je crois qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur ce rapport, mais moi juste un point qui attire mon attention, c'est l'enjeu des débris spatiaux, des déchets nucléaires ou même de la pollution numérique ou de la consommation d'énergie du numérique. Comment le ministère des Armées traite par exemple ces trois questions ou des questions un peu plus originales comme celle-là, il y en a sur les débris spatiaux notamment. Oui, sur les débris spatiaux. Là aussi, en fait, je pense que toutes ces questions autour de la fin des énergies fossiles, sur le développement du cyberespace, de la cybersécurité, du besoin en électricité, c'est-à-dire qu'en effet, quand on part d'un principe où on dit on va moins travailler les énergies fossiles, forcément, on va augmenter très largement la capacité de manière très forte à l'échelle internationale en besoin en électricité. Et l'enjeu spatial, lui, par contre, ça ne doit pas devenir un marché. Donc, en fait, il faut réguler l'espace. Il va falloir que les parlementaires puissent travailler ces questions. Il y a des rapports qui ont été faits, y compris à l'Assemblée, parce que nous, on l'a abordé, mais on n'a pas fait un rapport spécifique sur la question des déchets de l'espace. Mais c'est vrai qu'actuellement, le privé et l'espace cyberespace est pris de plus en plus par le privé avec des satellites, et il y a cette question des déchets, et on va dire que tous les pays ne l'abordent pas de la même manière. Donc, c'est-à-dire que nous, on va avoir une réglementation où on va dire maximum 25 ans, on va avoir des mesures qui, y compris sur le plan législatif, devront évoluer parce que on ne peut pas avoir que des débris qui vont être sur cet espace qui est important. Et on voit aussi comme en cybersécurité, l'espace devient un enjeu à lui seul, avec beaucoup de satellites qui peuvent aussi nous surveiller. Et donc tout ça devient des enjeux stratégiques et géopolitiques avec les déchets. Et il va falloir que, là aussi, à un moment donné, les États se réunissent, peut-être à travers le G7, etc. Mais en tout cas, ce seront des questions, honnêtement, qui vont évoluer, qui sont des vrais défis, et sur lesquels il faudra trouver des solutions. Donc on a entendu des choses assez étonnantes sur des projets qui peuvent être émergés actuellement, et qui sont des filets, qui pourraient retenir, enfin des choses... on se dit qu'on est dans les films de science-fiction, oui, mais on n'arrête y pas arrive. Le progrès. Hein. Oui, on a entendu des choses assez intéressantes qui sont certainement pour quelques décennies très rapidement qui vont devenir des choses assez intéressantes. Je crois que les travaux, en fait, entre la fin des énergies fossiles, les questions de cyberespace, de la cybersécurité, sont beaucoup de métiers d'avenir, mais on voit aussi que ce sera aussi beaucoup de tensions géopolitiques. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des questions qui s'abordent avec et qui touchent à énormément de domaines.
Bon, bah là aussi, on voit la transversalité et peut-être le besoin d'avoir d'autres missions d'information à suivre sur des sujets comme celui-là. Alors, peut-être pour sortir du contenu et pour plagier Gilbert Bécaud, et maintenant, qu'allez-vous faire? Dans le sens, vous avez fait des propositions, vous avez aussi évoqué des craintes. Comment est-ce que vous allez vérifier l'application de ce rapport? Est-ce que le ministère des Armées va le suivre, etc.? On a eu la chance, du coup, avec mon collègue ou comme co-rapporteur, on a fait en sorte déjà de le diffuser. Donc ça, c'est la première des choses, déjà faire connaître nos travaux. Step by step. Hein. Ouais, et surtout de le présenter au ministre. Donc, on a pu représenter le rapport à la secrétaire d'État et ensuite, cette semaine, à la ministre des Armées, Florence Parly. Et je pense que c'est très important parce qu'en fait, dans les éléments que nous avons en proposition, dans les alertes et toutes les questions qui jouent surtout sur le géostratégique et le géopolitique, il y a des enjeux sur défense et climat et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est en capacité de pouvoir le mesurer. Le climat a des impacts extrêmement importants et nous, dans cette approche qui était la nôtre, on a souhaité pouvoir bien lui présenter, lui dire tout d'abord le travail que font déjà les armées, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler dans cette interview, mais la biodiversité, l'intervention même de la marine à l'échelle de toutes les mers du monde qui protègent la faune, la flore, qui lutte aussi contre les bateaux qui font des pêches irrégulières, qui interviennent dans plein de domaines qui ne sont pas la guerre au sens où les gens parfois peuvent le voir. Les armées interviennent sur de nombreux domaines de société et de sécurité civile. Et du coup, c'est assez important de pouvoir mieux valoriser en fait déjà ce qui est fait et très bien fait par les armées. Et puis, dans ce rapport, on a pu aborder la question des énergies, la fin des énergies fossiles et surtout les questions des terres rares, toutes les problématiques qu'il y a autour des points de terres rares. Plus on innove, plus on recherche dans l'innovation, en fait, on va chercher de toute façon des matériaux. Et ces matériaux, aujourd'hui, sont aussi des enjeux stratégiques et géopolitiques. Voilà, mais après la question de l'eau, plein de domaines qui feront que les enjeux du climat vont amener des questions de défense dans beaucoup de pays. Alors, on va terminer par deux questions peut-être un peu plus personnelles, mais est-ce que vous, il y a un entretien ou un élément qui vous a particulièrement plu ou tenu à cœur ou surpris pendant vos travaux? Oui, parce que oui. Alors, tout d'abord, cette mission, elle est vraiment passionnante. Donc déjà, on pourrait en parler pendant des heures, parce que on essaye de ne pas être trop long dans cette interview, mais c'est vrai qu'il faudrait rentrer dans chaque petite question amène d'autres points que l'on pourrait détailler. Donc déjà, j'invite à lire le rapport. Il est conséquent, mais il est passionnant. Ouais. Oui, donc je pense que ça, c'est déjà pour ceux qui s'intéressent, en tout cas, c'est de le lire. Après, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, en fait, et que je ne m'y attendais pas, puisque du coup, j'étais une nouvelle députée, c'est cette notion géopolitique et géostratégique. C'est toutes les interconnexions, en fait, sur la question des énergies, c'est-à-dire, je vous donne un exemple très frappant, mais j'ai aussi beaucoup appris. Par exemple, l'Allemagne ferme certaines centrales nucléaires, mais a ouvert des centrales à charbon. Ça interroge, et surtout quand on parle du climat, et puis surtout, elle a un besoin d'électricité, parce qu'on a tous besoin de toute manière, si on change une énergie, il nous faut quelque chose. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont dépendants de la Russie à 60%, 70% avec l'électricité et le gaz. Donc en fait, on s'aperçoit sous couvert d'une décision qui paraît a priori qui peut donc plaire à certaines personnes, derrière, de toute façon, il y a un plan... On a pied et main liés à la Russie, quoi. Oui.
Et sur le plan géopolitique, géostratégique, et bien évidemment, pour un pays, c'est toujours des choses à aborder sans aucun jugement sur les choix, mais c'est toujours à aborder avec quelque chose qui est évidemment prégnant sur le plan politique et géopolitique. Donc ça m'a vraiment passionnée. Et pour finir, c'est l'entretien que j'ai eu avec le général Nudge, qui est le Britannique, en fait, qui venait de sortir son rapport sur climat-défense, avec une stratégie qui est équivalente à celle que nous, on a mis et proposée, mais en plus, puisque du coup, c'est un travail qui a été déjà validé par Boris Johnson. Et quand il nous l'a présenté, eux, par exemple, quand je disais tout à l'heure qu'il faut sortir les opérations extérieures de ce que l'on met sur les armées, par exemple, les Britanniques vont passer à 100% électrique tout le parc de véhicules, de camions, autres, qu'ils ont dans l'armée. Mais, et bien évidemment, tout ce qui est chars, OPEX, c'est pour ça que je mettais les OPEX. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'approcher, mais il y a toute une partie qui va devenir la rénovation thermique de leurs bâtiments, etc., etc. Donc, voilà. Donc, nous, on est leader sur ce qu'on appelle l'éco-camp pour la France, qui est regardée à l'échelle mondiale, et qui est une nouvelle conception, là aussi, très intéressante. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert. Et pour finir, c'était l'enjeu de la COP26. Ça m'a vraiment passionnée. C'est qu'à l'occasion de la COP26, où les États sont réunis pour parler climat et avancer, eh bien, cette question de résilience et de regarder comment l'innovation peut nous aider à cette transformation des États, eh bien, de manière très factuelle, c'était d'avoir une réunion dans cette instance qui s'appelle Défense et Climat. Et là aussi, je trouvais que c'était une approche, en tout cas, que j'ai pu, y compris dire à la ministre, qu'il fallait qu'on puisse y participer, tout en rappelant que la France, là, la Slovénie va prendre la présidence et au niveau européen. En janvier, c'est la France, et que du coup, tout ça, novembre, c'est la COP26. En fait, il y a des vrais enjeux pour échanger autour de l'innovation, du climat, et comment on peut avancer avec peut-être une petite phrase aussi pour finir, c'est que quand on parle de ces sujets-là, il faut bien savoir que quand on achète un char, c'est pour 40 ans. Quand vous construisez un sous-marin nucléaire, c'est évidemment pour longtemps. Donc, c'est maintenant en fait qu'il faut changer la stratégie et le mode de pensée, parce que les cycles d'achat ou de construction ne se font pas sur des modèles. Dans 50 ans, on regardera la question. Non, dans 50 ans, ce sera trop tard. Donc, il faut vraiment... c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était très passionnant d'avoir cette vision aujourd'hui du point dans lequel nous sommes et vers où on veut aller. Mais des fois, sur certaines politiques publiques, on peut se dire on va le faire dans 6 mois. Là, en fait, toutes les décisions, elles impactent pour plusieurs années. Donc, du coup, c'est important qu'on puisse le faire et qu'on puisse être moteur. Et je pense que la France a capacité à l'être largement. Voire leader. Une toute dernière question. On a évoqué au début que vous êtes nouvelle à la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, donc septembre-octobre. Est-ce que pour vous, c'était une bonne façon d'entrer sur les sujets de défense, une façon intéressante ? Oui, c'est vraiment, je dirais que j'ai de la chance en fait, parce que tout d'abord, comme parlementaire, quand je suis arrivée, j'ai fait 2 choses passionnantes en arrivant. C'est que, j'ai eu cette mission, et comme je vous ai dit, c'est vraiment passionnant d'aborder toutes ces questions-là avec des enjeux aussi majeurs. Et j'ai eu l'occasion aussi de défendre la loi que je portais dès que je suis arrivée sur les violences faites aux enfants, et qui a été votée en première lecture. Donc j'ai eu une période entre cette mission et la loi que je défendais à l'Assemblée. Je pense que je suis arrivée et que j'oserais dire peut-être, je me suis fait un peu remarquer, on va dire. Merci beaucoup, c'était très intéressant, un angle original et on voit que vous avez distingué biodiversité, transition énergétique, vous avez aussi évoqué les terres rares, donc avec les enjeux géopolitiques, donc beaucoup de sujets en même temps. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être avec l'Observatoire de la défense de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. J'espère que ce sera, en tout cas, que j'invite vraiment les personnes à le lire, parce que voilà, c'est un rapport qui touche à beaucoup de sujets, et c'est vrai qu'en quelques phrases, il est difficile de donner la visibilité d'un ensemble de questions qui sont soulevées à travers ce rapport. Il faut le lire en numérique, il ne faut pas l'imprimer comme moi. Oui, mais sinon, je peux aussi le faire parvenir à ceux qui veulent, parce qu'il est édité sous une forme de petit livre, c'est aussi sympa à lire. Bon, bien pris. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci. Fondation Jean Jaurès,
Penser pour agir.